Donc pour cet après-midi, qui sera la première session de ce que nous avons appelé une masterclass, un des objectifs pour nous, membres du réseau, en l'absence de forums territoriaux depuis bientôt 18 mois, un des objectifs, c'est toutefois de continuer à maintenir le lien, d'essayer de monter collectivement en compétences sur différentes problématiques qui nous animent et qui sont prégnantes. Donc, vous avez vu la thématique de notre journée, réexpliciter le contrat scientifique aux citoyens. Alors, je tiens à indiquer que cette problématique est peut-être encore plus prégnante depuis 18 mois et depuis la crise Covid, mais c'est une thématique que nous avions envisagée dès le mois de décembre 2019, où à l'époque, on connaissait encore pas les pangolins, la Covid et tout ça, tout ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit de longue date. Et naturellement que finalement, la Covid est venue confirmer un petit peu ce besoin d'éclaircir un peu les choses, comme va le faire le professeur Lecointre immédiatement après. Pour cet après-midi, au titre des règles de participation, même si on est en visio, on va essayer de générer de l'interaction. Donc, pour ce qui est du déroulé du programme, une fois que j'aurai arrêté d'être bavard, comme d'habitude, je laisserai tout de suite la main au professeur Lecointre, qui nous propose une intervention de 40 à 45 minutes, au cours de laquelle, a priori, le professeur ne sera pas interrompu. Et en revanche, vous pouvez naturellement utiliser le chat pour faire part de vos observations, de vos questions. Et à la fin de cette intervention, c'est Pedro Lima pour Synops, que vous connaissez, qui prendra la main pour générer les échanges entre le professeur et vous-même, si vous souhaitez intervenir. Donc voilà, on distribuera la parole, Pedro distribuera la parole ou posera directement les questions au professeur. Je pense qu'ensuite, il y aura des échanges pendant une demi-heure environ. On vous proposera quand même une petite pause dans l'après-midi de 5 ou 10 minutes pour aller faire ce qu'il y a à faire en termes de restauration, boissons et autres, avant d'enchaîner avec une table ronde autour du professeur Lecointre, qui sera elle aussi animée par Pedro et qui nous amènera tranquillement jusqu'à 17h. Au début de la table ronde, Pedro vous réindiquera aussi les règles de prise de parole et d'intervention et le découpage de cette table ronde. Je pense qu'on va être sur une demi-heure de présentation et d'écoute des intervenants. Et puis sur l'heure qui suivra, on souhaiterait vraiment être dans l'échange, dans le participatif, nous faire part éventuellement de vos retours d'expérience à vous. Pour conclure, et j'aurai l'occasion de le refaire ultérieurement, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leur présence et pour leur persévérance. On en est quand même à voilà, plus de 18 mois d'organisation autour de cette thématique. On a remis plusieurs fois l'ouvrage sur le métier. Et puis remercier la coordination État-Région pour la culture scientifique, technique et industrielle qui nous a accompagnés depuis le début dans cette thématique et dans cette aventure. Donc sont présents les représentants de la Coordo État-Région sont présents. Alors je sais que c'est compliqué pour les gens de la région en ce moment de s'exprimer. Du coup, j'interroge Jean-Luc Parrain pour la Drari PACA. Est-ce que tu souhaites dire quelques mots ou est-ce qu'on enchaîne directement avec l'intervention du professeur Lecointre ? Oui, non, mais je peux dire quelques mots, évidemment. Je suis ravi de la tenue de ce forum. Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression oui, qu'il y a on t'entend. un petit Larsen. Oui, évidemment, la thématique, comme l'a dit Lénaïque, est terriblement actuelle. Et même, elle bondit, elle rebondit dans tous les sens. Donc, je suis bien certain que l'éclairage qui va nous être apporté, ça sera très, très important pour tous et pour notre communauté. Donc, j'ai vraiment hâte que le prochain forum, on se voit tous ensemble dans le blanc des yeux et qu'on puisse échanger, rire et boire une petite bière à la fin, comme c'est de coutume. Donc, je vous souhaite une bonne masterclass, pour pas dire un bon forum virtuel. Voilà, j'ai fini. Je te laisse la parole, Lénaïque.
Merci Jean-Luc. Oui, effectivement, je confirme. Je pense, on est un certain nombre à avoir hâte de pouvoir se rencontrer à nouveau pour de vrai, hein, en termes de liens, c'est important. Donc voilà, on avait déjà proposé Gulliver avec nos amis de la Casemate et du Media Lab une session pour les membres du réseau autour de la captation live et du live sur les réseaux, etc. Donc on essaye toujours de maintenir le lien avec cette nouvelle masterclass. Est-ce que, et la réponse peut naturellement être négative, est-ce que Florence, tu souhaites t'exprimer pour la région ou pas du tout? Vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. Excusez-moi, je suis dans la rue. Bonjour à tous, j'arrive à mon bureau. Bonjour à tous, merci à Gulliver pour cette organisation. Voilà, je n'en dirai pas plus. Bon atelier, bonne masterclass. Merci Florence. Donc du coup, je ne vous présente pas le professeur Lecointre. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, conseiller scientifique de Monsieur le Président, très impliqué, en tout cas de mon point de vue, dans la médiation scientifique et dans la problématique qui va nous animer cet après-midi. Je suis pour ma part tout à fait ravi d'avoir pu préparer cet après-midi avec le professeur Lecointre et de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Donc, je vous donne la main, professeur, de sorte que vous puissiez partager votre écran. Donc, je vous demanderai à la fin de votre intervention de me redonner la main, comme ça je pourrai la redistribuer. Donc, a priori, vous êtes désormais l'animateur de la réunion. Tout repose entre vos mains. Et je vous laisse parler. À tout à l'heure avec Pedro pour les échanges avec le professeur Lecointre. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Lénaïque, pour cette invitation. Bonjour à tous. Parmi les gens qui m'écoutent, certains m'ont déjà entendu sur le sujet, mais bon, je m'excuse par avance, ils auront à être patients pour la répétition. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout le monde sait que la science est décrite comme une activité sociale. Et c'est vrai, le pilotage des programmes scientifiques, c'est l'objet de décisions sociopolitiques. Ce pilotage, il subit des déterminants culturels, des déterminants économiques, des déterminants politiques forts. Néanmoins, bien que la science soit une activité sociale et puisse être considérée comme telle dans la mise en œuvre des expériences scientifiques, notamment en matière, par exemple, de protection des êtres vivants contre la souffrance. Il y a des chartes éthiques qui sont signées dans les laboratoires contre la souffrance animale. C'est bien que l'activité scientifique est une activité sociale et culturelle, et évidemment politique aussi. Néanmoins, le raisonnement par lequel nous avons le devoir de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, ce raisonnement-là, lui, il a une vocation universelle, et c'est ce que je vais essayer de décrire aujourd'hui. Une certaine sociologie des sciences francophones a tendance à mettre sur le devant de la scène les déterminants culturels, sociaux et économiques de l'activité scientifique, mais ce faisant, elles ont raison de le faire. Elle a raison de le faire, mais ce faisant, certaines écoles vont occulter ce qu'on pourrait appeler des attendus cognitifs de base dans l'espace du laboratoire. Et ils vont même aller jusqu'à dire que ça ne serait pas important à expliciter. Or, je suis d'un avis contraire, c'est-à-dire que je pense qu'il est important pour l'éducation, il est important pour la société de montrer les attendus qui font que nous attendons de nos concitoyens qu'ils nous fassent confiance sur des questions de fait. Nous sommes des chercheurs du secteur public payés avec vos impôts. Vous attendez de nous la fiabilité d'un contenu de connaissance. Quels sont les attendus cognitifs élémentaires à l'œuvre au laboratoire qui nous permettent de, valider ces connaissances ou au contraire réfuter des résultats qui ne seraient pas recevables dans l'espace des sciences. La démarche scientifique, elle tend à l'universel. Elle s'adresse à tous les humains de la planète,
favorablement disposés à utiliser dans une règle du jeu qui est implicite. Compte tenu des interventions hétéronomes, des interventions en provenance d'organisations qui ont comme objectif des visées soit politiques, soit religieuses, à venir mettre les pieds dans les sciences, il est devenu, depuis 20 ans, 30 ans, urgent, enfin important en tout cas, d'expliciter ces attendus, d'expliciter quelle est la règle du jeu dans l'espace des sciences. Parce que ces gens se comportent comme si la règle du jeu, on pouvait ne pas en tenir compte, ou comme si on pouvait la changer finalement, on pouvait la modifier, à leurs besoins bien sûr. Bref, je pense que c'est une œuvre de salubrité publique que de parler des attendus cognitifs de l'espace des sciences. Qu'est-ce qui fait qu'il puisse y avoir des raisonnements non recevables dans l'espace de la recherche scientifique? Quelles sont les règles de l'objection? Quelles sont les règles de l'argumentation? Alors, avant d'expliciter ces attendus dont je pense qu'il est important de les rappeler, on va essayer de s'interroger sur ce qu'on appelle science, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit, hein, expliciter la scientificité. Alors au moment où je vous parle, j'ai une difficulté dans le passage du PowerPoint. Voilà, je vais arrêter de partager, je vais reprendre le partage parce qu'en fait, mon image n'avance pas dans le... Elle n'avance toujours pas, d'accord. Alors, je vais m'y prendre autrement. Voilà, je vais arrêter le diaporama. Une fois sur deux, hein, ça le fait. Hein, c'est un... En fait, vous voyez le partage d'écran, mais le PowerPoint lui-même est figé. En fait, il ne défile pas. Là, il défile. Bon, je pense que vous voyez toujours l'image. Je vais essayer de l'agrandir. Et je vais faire défiler les images comme ça, qui sont des mots-clés essentiellement. Donc, 4 acceptions courantes du mot « science » que j'emprunte à Alan Sokal et Jean Bricmont dans Imposture intellectuelle chez Odile Jacob en 1997. Page 122, Alan Sokal et Jean Bricmont font état de 4 sens courants du mot « science ». Ce sont des acceptions courantes. Ce ne sont pas des définitions officielles ou canoniques. Hein. Ce sont juste comme ce qui peut sortir d'un micro-trottoir, en fait. Qu'est-ce que c'est la science pour vous ? Pour plusieurs de nos concitoyens, la science nous apparaît comme un ensemble de résultats et de connaissances disponibles à une époque donnée. En effet, il y a des positivités dont nous bénéficions aujourd'hui et qui font partie du corpus des connaissances bien structurées, inscrites dans des cadres théoriques valides. Et d'ailleurs, lorsqu'elles sont stabilisées, ces connaissances, elles font l'objet même de transmission vers les programmes scolaires. La science, ça peut être compris aussi comme une institution, une communauté professionnelle. Et en effet, ce qu'on appelle la communauté scientifique, c'est un ensemble de femmes et d'hommes qui travaillent à un objectif, celui de garantir la fiabilité de contenu de connaissances, générer ces connaissances, mais aussi discuter de ces connaissances, et publier et restituer ces connaissances au public. Des institutions diverses et variées, universités, instituts de recherche, sont animées par ces missions-là. Troisième sens courant du mot « science », un ensemble d'applications à un moment donné. Et ça, c'est le sens le plus populaire du mot « science ». Pour la plupart de nos concitoyens, les sciences se traduisent par, dans la vie de tous les jours, des prothèses diverses et variées pour le corps, des fusées qui décollent, des molécules qui sont utiles, les télécommunications et éventuellement des applications moralement discutables comme par exemple la création d'armes biologiques ou de la bombe atomique. La science, c'est aussi un ensemble d'applications donc. Et quatrième sens courant du mot « science », un contrat d'explication, l'explication qui doit être, lorsqu'elle est rendue, collectivement validée et rationnellement validée. Et cette explication, elle est portée sur le monde réel.
Donc, en quelque sorte, un espèce de contrat de travail, mais auquel souscrivent tacitement tous les chercheurs qui rentrent en profession, en quelque sorte. Et c'est ce contrat que je me propose dont je me propose de donner 6 propriétés élémentaires. Quand je dis élémentaires, j'entends par là 6 propriétés qui, si l'une d'entre elles n'est pas tenue, n'est pas respectée, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est en science. On est ailleurs, mais on n'est pas en science. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le contrat minimum, quoi, le minimum de ce que doit être une explication scientifique. Alors, quand on examine ces 4 sens du mot science, vous serez sensible à cette idée qu'il s'agit ici de faire œuvre de distinction, c'est-à-dire nous sommes souvent confrontés à des rejets de la science sans qu'on précise de laquelle on parle, parmi les 4 ici. On est souvent confronté à des rejets de la science parce qu'on a des reproches à faire à l'un des 3 premiers sens du mot science. Le boulevard qui est très très classique, que vous rencontrez sur beaucoup de sites web ou dans des livres, c'est que nous avons des reproches à faire à certaines applications technoscientifiques que nous jugeons moralement réprouvables et nous rejetons, certains de nos concitoyens rejettent la science en tant que démarche parce qu'elle se serait corrompue à prêter son talent à l'existence d'armes chimiques ou de bombes atomiques, par exemple. Et d'ailleurs, même les think tanks religieux vont même jusqu'à dire que, puisque les applications des sciences sont moralement réprouvables, ou en tout cas certaines d'entre elles, eh bien, pour eux, il s'agirait de réintroduire Dieu dans l'espace du laboratoire de manière à ce que, en quelque sorte, les applications, la moralité des applications qui sont faites soit garantie. Vous voyez qu'au motif que certaines applications seraient moralement réprouvables, on va, en quelque sorte, spiritualiser la science parce que seule la spiritualité serait, selon ces gens-là, garante de la moralité, dans une logique qui est la leur, qui est que seule, finalement, la religion est la garante de la morale, en quelque sorte. C'est un reliquat d'une pensée déjà très ancienne. Vous savez que avant la laïcisation ou la sécularisation des sociétés occidentales, l'origine de la morale vue par les religieux, elle était transcendante, bien sûr. Et donc faire redescendre le recours à la transcendance pour eux dans la même logique au sein du laboratoire, c'est se donner en quelque sorte des outils pour faire de la science quelque chose de moral, dans ses applications en tout cas. Donc, vous voyez, il y a un mélange des genres. On va modifier le contrat d'explication au sens 4 parce qu'on a des reproches à faire à la science au sens 3. De même, certains de nos concitoyens ont des reproches à faire à la façon dont la communauté scientifique fonctionne. Des reproches à faire à certains chercheurs. La recherche scientifique est animée par des hommes et des femmes qui ne sont que des humains. En ce sens, ils sont, comme partout, faillibles. Ils sont même corruptibles, et au motif que certains seraient corrompus ou certains auraient failli à leur devoir, eh bien, on va rejeter le contrat d'explication dans sa globalité. Bon, c'est l'exercice que vous connaissez tous, qui consiste à rejeter ce qu'on appelle rejeter le bébé avec l'eau du bain. Sans discernement, la science va se retrouver rejetée en un seul bloc sans préciser de laquelle on parle. De même, pour finir, certains de nos concitoyens sont déstabilisés par des résultats qui changeraient un peu trop souvent. Ou une controverse qui n'est pas terminée au moment où les médias s'en emparent ou au moment où les réseaux sociaux s'enflamment sur des résultats qui sont sensibles parce qu'il y a une grosse incidence sanitaire ou sensibles parce qu'il y a une connotation sociopolitique derrière. Eh bien, au moment où tout le monde s'empare du débat alors que la connaissance dont il s'agit de commenter n'est même pas stabilisée au sein de la profession qui est censée stabiliser une position, eh bien, la controverse se transforme en polémique et on a une impression de confusion. Alors, pour utiliser un exemple qui n'est pas aussi chaud que certains débats de ces 2 dernières années, prenons par exemple un thème relativement tranquille qui est les origines de l'homme. Eh bien, les origines de l'homme, c'est quand même étonnant.
D'abord, ça change assez souvent parce qu'on découvre des nouveaux fossiles, et ça, c'est normal. Hein. En 2018, l'espèce humaine est passée de 200 000 ans d'âge à 300 000 ans d'âge. C'est-à-dire que l'âge de l'espèce humaine a augmenté de 50%. D'un seul coup, évidemment, les résultats changent. Et le caractère lacunaire du registre fossile fait que l'histoire de l'homme telle que je peux vous la raconter aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à l'histoire de l'homme telle que je pouvais la raconter, ne serait-ce qu'il y a 15 ans. Alors, déjà 15 ans, c'est un grand tempo, mais il y a des affaires sur lesquelles ça change encore plus vite. Et ce changement des résultats est mal vécu par une partie de nos concitoyens qui ont une vision des sciences beaucoup plus dogmatique, c'est-à-dire que quand quelque chose est donné une fois, c'est donné une fois pour toutes. Et ce n'est plus censé changer. Or, il est important de rappeler que la légitimité du savoir scientifique provient du fait même que ce savoir est périmable, c'est-à-dire que un savoir scientifique, c'est fiable dans le sens où c'est ce qu'on a de mieux pour le moment. Fiable au sens, vous pouvez vous y fier, ça fonctionne comme un bien public, demain ça peut changer. Et ça, il y a un déficit d'entraînement dans l'image qu'ont les publics des connaissances scientifiques. Cette image, elle est essentiellement, enfin le plus souvent, dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas, enfin on n'autorise pas un résultat scientifique à pouvoir changer. Dans l'imaginaire collectif, j'entends, alors que les scientifiques, au contraire, savent très bien que leurs résultats peuvent changer. Donc voilà une première distinction, 400, ce qui n'est pas de moi, hein, je reprends les distinctions de Sokal et Bricmont, mais j'attire l'attention sur cet exercice qui consiste dans un dîner de famille, par exemple, à toujours entraîner ses interlocuteurs à ne pas rejeter le bébé avec l'eau du bain, de laquelle science parle-t-on lorsqu'on a des reproches à faire à la science. Professeur, excusez-moi, attendu que c'est vous qui êtes animateur de la réunion, il y a du monde en salle d'attente. Ah, pardon. Est-ce que vous êtes en mesure d'accueillir les quelques personnes qui sont en salle d'attente, s'il vous plaît? Alors, oui, j'ai pas vu qu'il fallait que je les admette. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Moi qui suis... Oui, j'ai pas l'habitude d'être... Voilà, donc j'ai admis... Merci, professeur, excusez-moi. Le PowerPoint est encore bloqué, je ne sais pas pourquoi. Donc, maintenant qu'on a envisagé un premier débroussaillage sur le type de science dont on entend parler, il s'agit maintenant d'expliciter les buts du contrat. Qui dit contrat dit qu'il y a un objectif, bien sûr. Et depuis le XVIIIe siècle, en gros, le contrat le plus apparent, même s'il n'a pas vraiment été écrit, sauf chez Buffon et chez Diderot, d'ailleurs, pour parler de scientifiques francophones, au XVIIIe siècle, il s'agit désormais d'expliquer la nature à partir des seules ressources de la nature. C'est-à-dire que la nature doit trouver en elle-même la propre source de l'explication de ce qu'elle manifeste. En gros, je le dis façon XVIIIe siècle, mais dit d'une manière épistémologique plus sophistiquée, il s'agit de respecter ce qu'on appelle un matérialisme méthodologique, c'est-à-dire que les sciences ne peuvent travailler que sur cette partie du monde réel qui, lorsqu'on agit dessus, réagit. Et donc, c'est à partir de la réaction en question que l'on peut, en quelque sorte, faire parler, entre guillemets, la nature. C'est-à-dire, je vais faire d'un rapport au réel l'arbitre de la controverse que j'entretiens avec un interlocuteur. Et c'est par l'action sur ce monde réel que l'arbitrage va se faire. Dit autrement, qu'est-ce que ça exclut, ce que je viens de dire? Ça exclut le recours à des entités dont on postule a priori qu'elles sont inaccessibles. Si je vous dis que dans la nature, il se passe des choses qui sont régies par des anges, qui sont par définition immatérielles et invisibles, eh bien, le recours à des anges immatériels et invisibles n'est plus recevable à partir du XVIIIe siècle dans l'espace des sciences, parce que justement, on ne peut pas s'emparer par définition de ces anges dont je parle. Donc, c'est à la fois simple à expliquer, mais en même temps très profond et pas facile à comprendre parfois pour certains de nos concitoyens, que le recours à la providence, par exemple, ne fait plus partie du registre des explications scientifiques au XVIIIe, alors que au XVIe siècle ou encore au XVIIe, vous pouviez trouver des scientifiques qui ont recours
aux voies impénétrables de la volonté divine, comme espèce de renoncement, si vous voulez, à l'investigation lorsqu'un phénomène devient trop compliqué à comprendre. Notamment, on peut citer en exemple la controverse à la 17e, 18e sur la génération. Parce que la génération, à l'époque, c'est la question comment on fait des bébés, hein. Eh bien, c'est tellement compliqué, et l'accès expérimental à la compréhension de ce que c'est que la reproduction sexuée chez différents animaux, y compris l'humain, l'accès expérimental est varié et tellement compliqué qu'il y a une controverse entre les accidentalistes, les préformationnistes, enfin différentes écoles de pensée sur la façon dont il y a génération des individus d'une génération à l'autre. C'est tellement compliqué qu'on en vient à un renoncement d'ordre théologique quelque part. Plutôt que d'avoir recours à la providence, les scientifiques auront la sagesse un peu plus tard de laisser leur jugement en suspens et de statuer sur une question en disant qu'elle n'est pas résolue, plutôt que de dire que c'est la providence qui l'a voulu ainsi, parce que finalement la providence ne fait plus partie du contrat de travail en quelque sorte. Alors, contrat de travail collectif, parce que rien ne vous interdit, à titre individuel, de mobiliser la providence pour votre fort intérieur. Ça, bien sûr, aujourd'hui, c'est même garanti par la Constitution. Il y a liberté de conscience, bien entendu. Mais dans le cadre d'un contrat de travail collectivement mené, eh bien, dans ce collectif, le recours à la providence n'est plus recevable en tant que démarche collective d'investigation. En tant que posture individuelle peut-être, et intime peut-être, mais en tant que démarche de travail collectif, non. Donc les scientifiques collectivement organisés n'ont plus de légitimité à traiter de questions métaphysiques, c'est-à-dire sur des questions qui devraient avoir recours à des considérations qui vont au-delà du monde physique, le monde physique pris au sens large, hein, c'est-à-dire le monde matériel et propriétés émergentes de la matière. Ce monde que je qualifie de physique avec des guillemets, c'est aussi les sociétés humaines, c'est aussi les relations économiques, c'est aussi le comportement animal, c'est aussi la psychologie. En fait, les propriétés émergentes de la matière, que sont les relations sociales ou les états mentaux, sont accessibles à la science, parce que ces relations sociales ou ces états mentaux, le scientifique peut les modifier pour les comprendre. C'est dans ce sens-là que j'entends le monde physique, hein. Eh bien, ce qui serait par définition au-delà de ce monde physique, ce n'est plus du ressort de contrat de travail des scientifiques. Pour prendre un exemple typique, lorsque Jean-Paul II, en octobre 1996, déclare que l'âme reste une création immatérielle de Dieu et qu'en ce sens, elle n'est pas accessible à l'investigation scientifique, moi, en tant que scientifique, je ne peux être que d'accord. Ben oui, si vous déclarez que l'âme est immatérielle, on peut pas bosser dessus, donc c'est pas un objet d'étude pour nous, en tout cas. Donc l'âme, les élans vitaux, l'intervention providentielle, les esprits qui traversent les murs, les anges, la phlogistique, il y a tout un tas d'entités qui ont été créées par la psyché humaine et qui ont été déclarées a priori immatérielles. Et dès lors qu'elles sont immatérielles par définition, elles ne sont pas appréhendables dans le monde réel, et donc nous ne pouvons pas nous en emparer. Donc le contrat de travail, finalement, il va limiter en quelque sorte les sciences à ce moment-là, au 18e, vont s'auto-limiter, reculer pour mieux sauter. Alors il y a quelqu'un que je dois admettre, pardon, voilà, reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire restreindre le périmètre de légitimité, mais pour gagner de la puissance expérimentale en quelque sorte. Si vous ne m'entendez plus parler, c'est que je m'étonne de voir mon PowerPoint qui ne défile pas. C'est très capricieux, en effet. Nous, les scientifiques, nous oublions trop souvent de rappeler les termes du contrat. Pourquoi ? Parce que nous sommes omnibulés par nos épistémologies locales. Vous avez tous l'intuition qu'on ne prouve pas en chimie, on n'administre pas une preuve en chimie comme on administrerait une preuve en histoire. L'historien, il n'a pas accès à une manip, à la paillasse. Il n'est pas en train de faire réagir des quantités de produits contrôlés et de regarder un petit peu le résultat de la réaction. L'historien
vous avez bien l'intuition que l'historien ne peut pas prouver comme un chimiste prouve. On a donc des épistémologies locales et même, j'ai envie de dire, des théories adaptées au type d'objet que nous regardons. Nous sommes donc organisés en disciplines, lesquelles font l'objet, sont divisées en sous-disciplines. Dans la discipline biologie, il y a par exemple la physiologie, et puis il y a aussi la systématique, et puis il va y avoir aussi l'écologie. On va avoir différentes sous-catégories de disciplines, chacune avec des cadres théoriques adaptés à l'échelle des phénomènes qu'elle observe. Et ces épistémologies locales sont tout à fait légitimes. On a besoin d'avoir des théories adaptées au niveau d'observation qui sont les nôtres. Néanmoins, on a besoin ici, et c'est ce qu'on va faire, d'expliciter le socle commun. Nous, les scientifiques, nous sommes la plupart du temps arc-boutés sur l'explicitation des spécificités de nos disciplines, et nous oublions en quelque sorte le rappel du socle commun. Je suis surpris, je ne cesse jamais d'être surpris par la méfiance que suscite chez les scientifiques l'explicitation du socle commun. Si vous mettez autour d'une table un sociologue, un géologue, un chimiste, par exemple, et un biologiste, je le fais assez régulièrement parce que je m'occupe de la rédaction des manifestes du Muséum national d'histoire naturelle, qui sont des petits bouquins écrits par des comités d'experts interdisciplinaires. Et on signe, à chaque fois, on signe un texte en commun. Il ne s'agit pas de faire chacun son texte. On va jusqu'à même signer son texte en commun, un seul texte signé par tous. Eh bien, il faut toujours prévoir une séance de pacification épistémologique, on va le dire comme ça, parce que le premier réflexe du métier, c'est de se méfier de l'OPA que l'un va pouvoir éventuellement faire sur l'autre discipline. Et il faut tranquilliser tout le monde là-dessus, et puis surtout se mettre d'accord sur le vocabulaire. Parce que le drame dans tout ça, c'est qu'on utilise certains mots qui sont les mêmes d'une discipline à l'autre, mais dans un sens qui est complètement différent. Et là, vous pouvez vous en douter, il n'y a rien de pire. Si je prends par exemple un mot au passe-partout comme information, vous n'imaginez pas la diversité des acceptions du mot information selon si on est chez un généticien, selon si on est chez un économiste, selon si on est chez un psychologue, etc. Bon, je ferme la parenthèse. Donc ce socle commun, il n'est jamais rappelé, et c'est vrai que la tentative d'expliciter ce socle commun suscite même chez nos scientifiques une méfiance, alors que, au contraire, on devrait faire comprendre que c'est utile à la société. Pourquoi ? Parce que au moment où un think tank qui se propose de défendre un projet de société, qui va demander à s'immiscer dans les programmes scolaires, je fais allusion par exemple au créationnisme anglo-saxon, ou des théories qui se présentent comme scientifiques mais qui ne le sont pas, en fait, où la science se trouve instrumentalisée pour pouvoir pénétrer les programmes scolaires de l'école publique, instrumentalisée par un propos qui est en réalité un propos théologique, eh bien, il va y avoir un procès, et il y a eu plusieurs procès aux États-Unis sur des affaires avec ce type de typologie-là. Et à chaque fois, il a fallu que les jurés statuent sur est-ce que la théorie dite de l'intelligent design, par exemple, est-ce que c'est de la science ou est-ce que ça n'en est pas ? Et en 2005, procès retentissant à Dover, en Pennsylvanie, l'intelligent design a été refoulé comme n'étant pas enseignable à l'école publique américaine parce que relevant d'un discours théologique et non pas d'un discours scientifique. Alors que le propos tentait de se présenter lui-même, avec le vernis scientifique, bien sûr, de manière à pouvoir rentrer à l'école publique. Eh bien, il a fallu rappeler ce socle commun. Typiquement, dans ce genre d'affaires, c'est là que vous avez besoin d'un socle commun de scientificité pour arriver à dire dans un tribunal, ben non, c'est pas de la science. Donc, les États-Unis nous montrent qu'il y a une utilité sociopolitique à défendre la démarche scientifique en tant que bien public. On n'est pas trop confronté à ça en sciences, sauf évidemment, non pas offensive vers le monde scolaire, mais offensive plutôt journalistique. Influence en quelque sorte, réseau d'influence. On est plus confronté à ce genre d'action qu'une véritable action de pénétration dans le monde scolaire.
mais néanmoins, ça reste nécessaire. Et donc, ces attendus cognitifs de base, j'en ai répertorié 6. En fait, jadis, je ne parlais que de 4 d'entre eux, mais depuis que sur la toile, nous voyons certains types entre guillemets, vérités alternatives émerger, eh bien, j'en ai rajouté 2 parce que ce qui est évident, finalement, n'est pas évident pour tout le monde et il faut réexpliciter ce qui semble évident. Alors, je vais vous les présenter sous forme de questions absurdes pour montrer que, franchement, ces attendus-là, ils sont assez spontanés quand on se lance en science, mais ils méritent souvent d'être rappelés. Est-ce que j'entre dans un laboratoire pour démontrer ma conviction? Ça, c'est la première question qu'on peut poser lorsque quelqu'un se lance en science ou voudrait mettre un pied en science. Si vous arrivez en science en cherchant à démontrer ce dont vous avez déjà l'intime conviction, ben, vous n'êtes pas dans ce qu'on appellerait un esprit scientifique. Parce que le scientifique, lorsqu'il pose une question, il est honnêtement mu par le questionnement. Il a évidemment plusieurs réponses possibles en tête. Ça, c'est important à dire. Bien sûr que lorsque nous nous posons une question, nous émettons des hypothèses sur les réponses possibles. Et d'ailleurs, ces réponses possibles en tête, il faut les avoir parce que les réponses qui peuvent surgir éventuellement, ou celles à laquelle vous vous attendez qu'elles surgissent, vont participer à l'élaboration du dispositif expérimental, puisque vous allez tester des hypothèses. Donc, évidemment que le scientifique a quelques idées sur ce qui pourrait sortir de la question qu'on pose. Néanmoins, il est important de rappeler qu'à aucun moment, ces attentes, entre guillemets, ce à quoi nous attendons que ça sorte, eh bien, ça n'empêche pas de se laisser surprendre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des prérequis, ce sont simplement des hypothèses à tester. On peut très bien se laisser dérouter et tomber sur un résultat auquel on ne s'attendait pas. Donc, on n'entre pas dans un laboratoire pour démontrer sa conviction. Alors, des dérapages verbaux, il y en a souvent. Je cite souvent des rapports de M1 ou de M2 en soutenance, où l'étudiant dit mon stage a consisté à démontrer que ceci, cela. Et là, il faut arrêter. Alors, on joue le rôle d'emmerdeur. Voilà, si on veut une exactitude du logos, la science, ça commence par là. On fait souvent office d'empêcheur de tourner en rond en disant non, votre stage n'a pas consisté à démontrer que, votre stage a consisté à tester l'hypothèse selon laquelle, ce qui n'est pas du tout la même phrase. Si votre stage a consisté à démontrer que, c'est que vous aviez déjà l'idée de ce qu'il y avait à démontrer dès le départ et vous n'avez qu'une parodie de science, qui illustre d'ailleurs ce petit dessin américain. Ici, à gauche, le scientifique qui parle à sa collègue. Voici les faits, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Et à droite, la science créationniste. Voici la conclusion, quels faits pouvons-nous trouver pour la soutenir? Et en effet, le créationnisme scientifique, qui se qualifie lui-même de scientifique aux États-Unis, a une programmatique de la découverte. C'est-à-dire qu'il s'agit de démontrer que. Il s'agit de démontrer, et c'est inscrit dans le programme, de démontrer, de prouver scientifiquement le contenu littéral de la Genèse biblique. Si le contenu littéral de la Genèse biblique est déjà tenu pour vrai, ce n'est pas la peine de chercher à le démontrer pour un scientifique. Sauf si vous voulez utiliser le vernis de la science à d'autres objectifs, évidemment, que ce que la science cherche. Donc, nous pratiquons un premier attendu cognitif qui est ce qu'on appelle le scepticisme initial sur les faits, c'est-à-dire que nous sommes animés d'un doute raisonnable sur les faits qui précèdent ou les questions qui ne sont pas encore élucidées. Malheureusement, vous avez remarqué qu'il existe un détournement du mot scepticisme aujourd'hui, avec l'utilisation des termes climato-sceptiques, par exemple, ou biodiversité sceptique. Aujourd'hui, le sceptique, c'est celui qui va remettre en cause les résultats établis par la communauté scientifique, alors qu'en fait, la communauté scientifique utilise déjà une propriété mentale qu'on appelle le scepticisme, mais c'est un scepticisme fécond, ce n'est pas un scepticisme manipulateur. Il s'agit d'un scepticisme fécond que de se dire « je suis honnêtement mu par un doute sur la validité de l'explication que mes prédécesseurs ont rendue de tel ou tel phénomène », ou de dire je ne connais pas la réponse à cette question
et j'ai quelques idées sur ce qui pourrait sortir et je vais tester ces idées. Bref. Donc, vous avez compris que le mot scepticisme ici est entendu au sens positif du terme. A contrario, alors, rien que cette première propriété-là, élémentaire, permet de récuser déjà le créationnisme ancienne école, tel qu'on connaissait dans les années 70 et 80, le créationnisme anglo-saxon, qui consiste à démontrer, et il y a une programmatique de la démonstration, il faut démontrer la création soudaine de l'univers, de l'énergie et de la vie ex nihilo, il faut démontrer l'insuffisance des mutations et de la sélection naturelle pour expliquer le développement de la vie. Alors, ils sont contre l'évolution, bien sûr, ces gens-là. Il faut démontrer les modifications limitées des types originels de plantes et d'animaux. Il faut démontrer des généalogies séparées entre les hommes et les singes, etc. Donc, je ne vous fais pas la liste, mais il y a une programmatique de la découverte qui fait rire, qui ne peuvent que faire rire les scientifiques au premier abord. Mais les scientifiques, ce n'est pas suffisant. Nos publics peuvent se faire, abuser. S'il n'y a pas de critères de scientificité chez nos publics, ils peuvent se faire abuser de ce genre de discours. C'est pas aussi, je suis pas en train d'agiter des chiffons rouges. C'est pas aussi bête que ça en a l'air. Je prendrai juste un exemple d'un numéro spécial que le journal La Recherche a fait en 2003 sur la preuve scientifique. Eh bien, ce journal, à l'époque, dont la table éditoriale était à l'époque animée par l'école relativiste de pensée, ils n'ont cessé de montrer des exemples de scientifiques qui se sont, en quelque sorte, entêtés dans la démonstration d'une idée préconçue. Parce que dans la réalité, là, je vous montre, je parle d'un horizon qui est en quelque sorte l'éthique de la connaissance. Mais vous pouvez trouver ici et là dans l'histoire des sciences des scientifiques qui ont défendu une idée et qui, devant leurs contradicteurs, se sont entêtés contre vents et marées, en quelque sorte. Vous pouvez trouver ça dans l'histoire des sciences. Mais justement, si on en parle a posteriori, c'est qu'ils sont des exemples je ne vais pas dire que ce sont des monstruosités, le terme serait trop fort, mais ce sont des individus qui en viennent hors normes précisément. Parce que si on pointe le fait qu'ils se sont entêtés alors qu'ils n'auraient pas dû, c'est que justement, il y a bien une limite au-delà de laquelle il ne faut pas s'entêter. Eh bien, le journal La Recherche, à ce moment-là, a présenté une image de la science comme, en quelque sorte, une quête de la démonstration d'une idée préconçue, alors qu'il aurait fallu d'abord rappeler que, justement, la norme attendue, ce n'est pas celle-là. Donc, ça a l'air idiot, mais à force de l'ignorer, ce non-dit, eh bien, on finit par tomber sur ce genre de travers. Deuxième question en apparence absurde. Est-ce que la Lune existe toujours lorsque je ne la regarde pas ? Alors, beaucoup d'entre vous me diraient, mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Bien sûr que la Lune existe toujours quand je ne la regarde pas. Il y a une école de pensée qui va subordonner, et ça c'est une école de pensée malheureusement née en France, qui va subordonner l'existence matérielle de ce qui existe à la conceptualisation qu'on en a. Ça, c'est ce qu'on appelle le relativisme cognitif. Et c'est une pensée profondément anti-scientifique. Parce que les scientifiques, ils ont un espoir. Je vais essayer d'exprimer clairement pourquoi c'est anti-scientifique. L'espoir d'un scientifique, c'est d'obtenir de la part de pairs PAIRS auxquels il n'a jamais parlé, un résultat qui corrobore le sien. C'est-à-dire que j'ai découvert quelque chose, je le publie, mais mon espoir, c'est que d'autres que moi pourront, avec une démarche scientifique, retomber sur le même résultat que moi. Et lorsque deux observateurs indépendants, plusieurs équipes indépendantes ont corroboré le même résultat, ce résultat va se stabiliser dans ce qu'on appelle le registre des connaissances positives disponibles, quoi. Donc, si j'ai ce pari qui, à mon sens, la meilleure récompense que professionnellement nous puissions obtenir de nos pairs, si nous faisons ce pari, c'est que nous supposons que le monde qui est là dehors existe indépendamment de nous. Il va se manifester à autrui comme il s'est manifesté à moi, ce monde réel là dehors. Son existence matérielle ne dépend pas de la description que j'en fais. Il y a donc un monde là dehors qui ne dépend pas de ma perception et des idées que je me fais sur ce monde. C'est ce qu'on appelle un réalisme de principe.
le problème, c'est que, et ça ce réalisme, évidemment qu'il est convoqué, sans quoi l'espoir en la reproductibilité des expériences, il serait vain, en quelque sorte. Et néanmoins, il y a une école de pensée qui joue avec le feu, c'est-à-dire va avoir tendance à subordonner l'existence matérielle de ce qui existe à l'accusation que j'en ai. Je vous montre un extrait de texte que vous pourrez trouver dans son intégralité dans un numéro de La Recherche de mars 1998. Alors vous allez me dire c'est une vieille affaire, mais j'ai repris ce texte parce qu'il est vraiment emblématique de cette école de pensée. Alors ce texte commente le diagnostic d'un médecin, enfin deux médecins au Val-de-Grâce, à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, à qui on a donné la charge de réaliser un bilan de l'état de la momie du pharaon Ramsès II. La momie s'abîmait, il y avait des champignons qui poussaient dessus, il s'agissait de traiter la momie contre l'agression des champignons, et on a profité de cette occasion pour faire une autopsie, une forme d'autopsie de la momie pour prendre des renseignements sur l'état de santé du pharaon lorsqu'il est mort. Et les médecins du Val-de-Grâce ont trouvé des traces très importantes de déformations osseuses associées à la tuberculose, la forme osseuse de la tuberculose, ainsi que des traces de l'ADN du bacille de la tuberculose, qui est le bacille de Cor. Et les médecins ont dit le Ramsès II est mort de la tuberculose, en quelque sorte. Et voilà Bruno Latour qui commente ce fait dans un article de La Recherche en mars 1998. Où se trouvaient donc les objets avant que les savants ne les découvrent? Si l'on diagnostique au Val-de-Grâce que Ramsès est mort de la tuberculose, comment a-t-il pu décéder d'un bacille découvert par Robert Koch en 1882? Comment de son vivant pouvait-il boire de la bière fermentée par une levure que Pasteur, grand adversaire de Koch, ne mit en évidence que vers le milieu du XIXe siècle? Avant Koch, le bacille n'a pas de réelle existence. Avant Pasteur, la bière ne fermente pas encore grâce à Saccharomyces cerevisiae. Déjà, le texte est en train de basculer là. En science, quelque chose a une existence matérielle ou ne l'a pas, mais on n'est pas entre les deux. N'a pas de réelle existence, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est la suite du texte qui est encore plus grave. Dans cette hypothèse, les chercheurs ne se contentent pas de découvrir, ils produisent, ils fabriquent, ils construisent. Alors, je suis entièrement d'accord avec le fait que les scientifiques construisent leurs concepts. Et moi, j'ai comme métier la systématique, la science des classifications. Il n'y a pas science plus conceptuelle. Régir les rapports entre les concepts, les noms et les objets du monde réel, c'est le travail de la systématique. Je sais très bien que les concepts, c'est nous qui les fabriquons, bien sûr. Mais en aucun cas, cela ne vous engage à subordonner l'existence matérielle de ce que le concept désigne à la validité de ce même concept. En d'autres termes, rien ne vous engage à subordonner l'existence matérielle du contenu à la validité du contenant. Linné, grand classificateur suédois au XVIIIe siècle, avait fait le concept de pachyderme. Dans le contenu, il y avait les éléphants, les hippopotames et les rhinocéros. Aujourd'hui, le contenant pachyderme a disparu de la classification. On ne parle plus de pachyderme en zoologie moderne. Et pourtant, vous vous doutez bien que les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames sont toujours là. À aucun moment, un systématicien n'aurait l'idée de subordonner l'existence matérielle du contenu à la validité du contenant. Le contenant n'est plus valide, il est remplacé par d'autres contenants, si vous voulez, conceptuels. Mais Bruno Latour s'entête. Il dit « L'histoire inscrit sa marque sur les objets des sciences et pas sur les seules idées de ceux qui les découvrent. » Et cette phrase, pour moi, elle est très grave. Parce que l'histoire inscrit sa marque sur les idées, oui, bien sûr, l'histoire inscrit sa marque sur les idées de ceux qui découvrent. Mais l'histoire n'inscrit pas sa marque sur les objets. Les objets, ils ont une existence propre, matérielle, j'entends. Affirmer sans autre forme de procès que Pharaon est mort de la tuberculose revient à commettre le péché cardinal de l'historien, celui d'anachronisme. Autre erreur de Bruno Latour, celui qui affirme que Ramsès est mort de la tuberculose, ça n'est pas un Égyptien de l'époque de Ramsès II. Là, il y aurait eu anachronisme. Si nous avions interprété les faits dans l'idée qu'un Égyptien de cette époque aurait déclaré le patron, il est mort de la tuberculose. Là, il y aurait anachronisme, bien sûr. Mais ce n'est pas un Égyptien qui le dit,
c'est un médecin du XXe siècle. Et le médecin du XXe siècle, il a parfaitement légitimité à forger des phrases à valeur rétrospective. Sinon, il n'y aurait pas de diagnostic possible en médecine. D'ailleurs, il n'y aurait même pas d'histoire possible, parce qu'un historien, sa légitimité, c'est justement de s'énoncer sur une phrase, enfin de faire des phrases à valeur rétrospective. On n'a pas besoin d'avoir été témoin oculaire de la bataille d'Austerlitz, quand on est historien, pour s'énoncer sur la bataille d'Austerlitz. D'ailleurs, suite à cet article, on a envoyé un courrier à Bruno Latour, on lui a dit, mais à l'époque où les gens pensaient que la Terre était plate, est-ce que vous pensez que la Terre était vraiment plate? Et quand les gens se sont mis à penser que la Terre était sphérique, alors la Terre est devenue sphérique. Donc si vous subordonnez, évidemment, l'historicité des idées, l'historicité des objets des sciences à l'historicité des idées que ces objets génèrent, eh bien, on est dans une confusion qu'on appelle le relativisme cognitif, c'est-à-dire que en gros, les choses n'existent que parce que nous les conceptualisons, en quelque sorte. Donc cette pensée relativiste, elle est foncièrement anti-scientifique, à mon sens. Et autant Bruno Latour a raison sur l'aspect, sur le travail qu'il a fait en sociologie des sciences, sur les déterminants sociologiques des avancées scientifiques, autant il a tort sur le fait d'avoir nié qu'il ne soit pas utile de rappeler qu'en science, il y a des attendus cognitifs de base que je suis en train de préciser. Donc, en science, on pratique un réalisme de principe. Les choses existent indépendamment de nous et des concepts que nous forgeons sur ces choses. Troisième question, en apparence absurde. En science, est-ce qu'on fait intervenir des anges, des fantômes, des dieux ou des âmes? J'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces entités? C'est qu'elles sont déclarées a priori immatérielles, par définition. Eh bien, si c'est immatériel, nous ne savons pas travailler avec. Et ça, c'est le dire d'une manière relativement humble. Une manière un peu plus sophistiquée de le dire, c'est que nous pratiquons ce qu'on appelle un matérialisme méthodologique, c'est-à-dire que ce dont nous sommes capables de nous emparer ici, là dehors, dans le monde réel, c'est ce que nous pouvons faire changer. Et par définition, ce qui change, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle la matière. Convertible en énergie, bien sûr. Si ça change, c'est qu'il y a de l'énergie. Bref, matière-énergie, c'est ce dont nous pouvons nous emparer par voie expérimentale. Nous observons ce qu'on appelle un matérialisme méthodologique, c'est-à-dire que ce matérialisme, c'est-à-dire postuler que dans la nature, il y a au moins de la matière, il y a peut-être autre chose en plus, on n'en sait rien, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a au moins de la matière, il y a au moins quelque chose dont on peut s'emparer, eh bien, il est la condition méthodologique de l'exercice des sciences. Mettre un adjectif derrière le mot, ce n'est pas inutile, parce que si vous dites matérialisme tout court, le mot a plusieurs sens, malheureusement, et souvent, d'ailleurs, ce sens est déprécié. Dans une conversation courante, c'est très très fréquent, très répandu, vous verrez, vous l'avez même déjà remarqué, quand on dit que quelqu'un est matérialiste, c'est en général, c'est pas pour lui faire un compliment. On fait allusion à quelqu'un qui est consumériste. Il y a une grosse confusion entre le matérialisme et le consumérisme. En général, on veut dire par là que la personne est attirée n'est mue que par la jouissance des biens de consommation, et voire même n'est attirée que par l'argent. C'est un glissement de sens, un des plus répandus que je connaisse. À chaque fois, je suis obligé de réintervenir. Pour moi, quand je me trouve dans une situation où je fais face à ça, je suis obligé de rappeler que le matérialisme a plusieurs sens et que le sens vulgaire, évidemment, est loin d'être le plus important. Alors, qualifier le matérialisme méthodologique ici, ça permet de situer de quoi on parle, et c'est surtout pour le distinguer du matérialisme philosophique, ce qu'on appellerait un monisme matérialiste qui consiste à déclarer que tout est matière ou propriété émergente de la matière. Cette assertion-là, tout est matière ou propriété émergente de la matière, elle ne relève pas des sciences, elle relève de la philosophie. Les scientifiques sont beaucoup plus humbles, en fait. Ils disent, écoutez, dans le monde réel, là dehors, je sais m'emparer de la matière, le reste, je ne sais pas. Donc, le matérialisme scientifique n'est pas une philosophie non plus, ce en quoi on l'accuse souvent d'ailleurs. Ça, c'est un tour de passe-passe que vous verrez chez les créationnistes. Ah, mais le matérialisme scientifique, c'est une philosophie qui se déguise en science. Laissez-nous vous proposer une autre philosophie alternative qui pourrait animer les sciences également. Il est extrêmement important de limiter le matérialisme scientifique à sa seule sphère méthodologique. Parce que
faire passer le matérialisme méthodologique pour une philosophie donne à l'ennemi les armes de forger, comme ils le disent, une science fondée sur une philosophie alternative. Et quoi, on a le droit de discuter de différentes philosophies. Et le créationnisme anglo-saxon est bien malin. Il est animé par des juristes qui sont des rhétoriciens et qui sont bien armés pour manipuler l'épistémologie de manière à faire rentrer l'idée dans la société américaine que la science pourrait se fonder sur un spiritualisme méthodologique également, puisque de toute façon, tout ça n'est qu'une affaire de philosophie et qu'on choisit sa philosophie. En oubliant au passage qu'il y a quand même un contrat de travail entre scientifiques de la période moderne, d'aujourd'hui, j'entends bien, qui, sans le dire et sans le déclarer, s'astreint à ce matérialisme méthodologique-là, parce que c'est une condition d'accès à la connaissance ancrée dans le monde réel. Dans les questions-réponses, on parlera tout à l'heure du statut des mathématiques, si vous le voulez. J'essaie de respecter les temps, et donc je mets juste une parenthèse sur le statut des mathématiques, nous y reviendrons. Alors, le mot matérialisme est tellement péjoré dans les traditions culturelles monothéistes que vous voyez souvent des tours de passe-passe faits pour discréditer le travail des scientifiques. Là, j'ai repris les termes d'un site américain dans le programme animé par le think tank de Seattle qui s'appelle le Discovery Institute. C'est l'institut qui a développé cette fameuse idée de intelligent design, c'est-à-dire un néo-providentialisme qui consiste à dire que les choses dans la nature sont conçues par une entité intelligente. On expliquerait mieux l'harmonie entre les formes et les fonctions de la nature par l'intervention d'un designer, c'est-à-dire d'un concepteur intelligent. Alors on ne le nomme pas, bien sûr, ce qui permet de fédérer l'ensemble des monothéismes et même éventuellement des polythéismes pour venir servir d'explication en remplacement dans l'espace du laboratoire. Il faut faire échec, nous disent ces gens-là, au matérialisme scientifique et à son héritage destructeur sur les plans moral, culturel et politique. Le remplacer par la vision théiste qui veut que la nature et les êtres humains ont été créés par Dieu. Ça, c'est un programme qui est explicitement fait pour changer les sciences de l'intérieur. Donc, c'est une boîte à idées conservatrice américaine qui propose cela de manière à changer la société américaine sur le fond. Alors, vous avez bien déjà compris que dans cette phrase-là, il y a un tour de passe-passe qui est fait entre matérialisme au sens de consumérisme et matérialisme méthodologique. Là, on attribue au matérialisme scientifique, qui est le matérialisme méthodologique, les dégâts que pourrait faire le consumérisme, le matérialisme au sens vulgaire, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment un boulevard, vous le voyez partout. Quatrième propriété, est-ce qu'on fait des fautes de logique en sciences ou de calcul? Bon, écoutez, je ne vais pas vous être très long là-dessus, évidemment que non. Nous observons la rationalité humaine qui s'exprime à travers la logique et le respect du principe de parcimonie, c'est-à-dire le principe d'économie d'hypothèse. En gros, lorsque nous devons choisir entre des scénarios différents ou entre des théories différentes, nous choisissons celui des scénarios ou celle des théories qui font appel au plus petit nombre d'hypothèses surnuméraires non documentées. Sinon, on pourrait dire n'importe quoi. Ça, c'est assez facile à comprendre. Dans la vie de tous les jours, on pratique ça. Cette rationalité dont je parle, elle est requise en sciences, bien sûr, mais on l'utilise bien au-delà des sciences. On l'utilise dans la vie de tous les jours, dès lors que nous voulons nous comporter en être rationnels. J'ai perdu mes clés, j'infère un scénario qui, mentalement, me guide sur les étapes qui ont bien pu se produire entre le dernier moment où j'ai vu les clés et le moment présent. Et lorsque je cherche mes clés, eh bien, je n'infère pas des scénarios qui ne soient pas possiblement documentés dans ce que j'ai pu mémoriser des dernières étapes. Je ne suppose pas que mes clés sont sorties toutes seules par la fenêtre, ont bondi 4 étages, sont arrivées en bas, le voisin m'en veut, il les a cachées sous la voiture, enfin n'importe quoi. Si aucune de ces étapes n'est documentée, je n'ai pas lieu de multiplier les hypothèses surnuméraires, sans quoi je ne peux pas assurer la cohérence dans mes actes. D'ailleurs, la parcimonie et la cohérence, c'est la même mesure, même y compris mathématiquement, j'entends. Plus un scénario est cohérent, c'est-à-dire plus les pièces de puzzle qui le constituent s'agencent bien
entre elles, moins il est nécessaire de passer de coups de lime sur les pièces du puzzle. Moins il y a besoin de mettre des hypothèses ad hoc surnuméraires, en quelque sorte. Plus une théorie est discordante dans le sens où les faits qui la constituent se raccordent mal entre eux, plus il y a besoin d'hypothèses surnuméraires pour gérer la contradiction. Bref, la cohérence et la parcimonie, même mesure en fait. La parcimonie, en quelque sorte, c'est une mesure de la cohérence de nos raisonnements, tout simplement. La cohérence logique de nos raisonnements. Donc ça, évidemment, il n'y a pas d'entorse à ce genre de choses. Ça passerait même pas l'étape de la discussion dans le labo. Ça n'irait même pas jusqu'à l'écriture d'un article et le peer reviewing. Ça serait filtré avant. Donc je passe. Je vais à la 5e propriété. En science, est-ce qu'on fait des expériences incompréhensibles pour nos pairs? Est-ce qu'on veut être absconce? Évidemment que non. Il y a une comment dirais-je, une exigence de clarté. Pourquoi il y a exigence de clarté? Parce que dans l'évaluation d'un article scientifique, ce n'est pas le résultat qui est évalué, mais c'est la procédure. En science, on pratique ce qu'on appelle l'évaluation de l'excellence procédurale. C'est le contraire du restaurant. Au restaurant, on vous apporte un mets dans votre plat, dans votre assiette, et vous goûtez ce mets, et pour juger si le plat est réussi ou non, vous n'avez pas besoin de mettre les pieds dans la cuisine. Vous pratiquez une validation par le résultat, en fait. Eh bien, la science, c'est tout l'inverse. C'est que, au contraire, on va juger de la recevabilité d'un article par l'excellence de sa procédure. Le résultat n'est pas attendu d'avance. Dire qu'un résultat est excellent en science, ça ne veut rien dire du tout. Ce n'est pas le résultat qui est excellent, c'est la procédure par laquelle on est arrivé à ce résultat. Ça, c'est important à rappeler parce que beaucoup de nos publics parfois s'imaginent qu'on va courir vers la corroboration d'un résultat qui est soit attendu, soit même commandé d'avance. Et qu'un résultat en soi serait recevable ou serait souhaitable et un autre résultat ne serait pas souhaitable. Ce n'est pas du tout la façon dont on s'attend à ce qu'un scientifique raisonne. Encore une fois, je le répète, en science, on peut se laisser surprendre par un résultat auquel on ne s'attendait pas du tout, par une procédure qui, elle, est jugée solide, en quelque sorte. Donc, il y a une exigence de transparence des procédures en science. Ça, vous le savez. Un article qui relaterait des expériences qui ne sont pas reproductibles, eh bien, ne serait pas recevable pour publication. Là, sur cette propriété-là, il y a beaucoup de pression socio-économique. C'est-à-dire que l'économie du journal scientifique a longtemps joué contre cette exigence de transparence. Heureusement, les articles en accès libre, open access, comme on dit en anglais, ont cette dynamique de l'open access, de l'article librement accessible, a levé le verrou, le carcan de la taille de l'article. On peut faire des articles un peu plus longs et donc être beaucoup plus explicite et transparent sur les procédures qu'on a suivies. Si vous faites un article dans un journal qui est une grande vitrine, la contrainte de l'espace de votre article est tellement forte que vous ne pouvez pas véritablement faire un article dans lequel vos procédures sont explicitement rendues de manière à ce qu'elles soient reproductibles. Alors évidemment, aujourd'hui, on a aussi le système des supplementary data, comme on dit, c'est-à-dire des données supplémentaires accessibles en ligne, où on peut en dire beaucoup plus. On peut en dire beaucoup plus sur la procédure, de manière à permettre à ce que le résultat soit reproductible par d'autres. Bon, il y a quand même mais c'est très frustrant. Quand on est scientifique professionnel, c'est très frustrant d'écrire un article et on vous voit, et que des pièces de la procédure que vous jugez cruciales, l'éditeur vous les renvoie en supplementary data. C'est toujours désagréable. Nos publics, eux, pour une partie d'entre eux, se fascinent pour l'obscur, se fascinent pour le mystère. Vous voyez, j'ai pris 4 exemples de revues qu'on trouve en kiosque à journaux. Science et paranormal. J'aime bien Science et inexpliqué, par exemple. Si vous arrivez dans cette revue et que vous dites « Ah ben attendez, je vais vous fournir l'explication », je peux vous dire que vous êtes tout de suite malvenu. Parce que la revue, elle est réservée précisément à ceux qui vont entraîner la fascination du public
pour le mystère. Tant que c'est mystérieux, ça reste bien. Et quand vous expliquez, vous êtes un empêcheur de rêver en rond, en quelque sorte. Il y avait même à une époque, sur TF1, une émission qui s'appelait Mystère. Et alors, tant que c'était le mystère, eh bien, évidemment, ça valait d'être discuté. Et dès que le mystère était résolu, bah, vous imaginez bien, le fonds de commerce du journal n'a plus lieu d'être. Et donc, voilà, ça, il s'agit vraiment de journaux qui pratiquent une attitude d'esprit qu'on appelle l'obscurantisme et qui consiste à se fasciner pour ce qui est obscur, alors que le scientifique, lui, se fascine pour la beauté d'une démonstration. Ces deux attitudes mentales sont diamétralement opposées. Et donc, contre l'obscurantisme, j'ai envie de dire, oui, en effet, l'attendu de base dans le métier de scientifique qui est la transparence des procédures, elle est anti-obscurantiste parce qu'elle est destinée à faire comprendre par autrui la façon dont vous avez démontré ce que vous affirmez. Dernière propriété, est-ce qu'en science, on pioche dans les données qui nous arrangent? On va faire nos courses dans les résultats. Alors, il y a 20 ans, j'en aurais même pas parlé. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que une des modalités les plus puissantes dans la construction de connaissances scientifiques alternatives, entre guillemets, sur la toile, eh bien, il y a ce processus qui consiste à aller piocher certaines données, parfois très sophistiquées, les isoler de leur contexte théorique qui leur donne sens, pour mieux les manipuler dans un nouveau contexte où on va les reconnecter différemment. On va construire des nouveaux châteaux sur le sable, en quelque sorte, à partir de données qui parfois sont très techniques. Donc le lecteur va avoir l'impression d'une compétence, hein, d'une véritable érudition, et va se laisser berner par l'érudition apparente de pièces qui ont été déconnectées, reconnectées ensemble. Gérald Bronner décrit ça très bien dans plusieurs livres, notamment La démocratie des crédules. Et donc non, en science, on n'est pas supposé aller ne prendre des données que celles qui nous arrangent. Dans le système de l'évaluation par les pairs, je peux vous garantir que les gens qui évaluent votre article, ce sont des gens qui sont aussi compétents que vous dans le domaine. Et si vous avez oublié un papier important, une référence ou des données importantes au regard de la question posée, les reviewers vont exiger que vous en teniez compte. Il ne va pas nécessairement refuser votre article, il va dire c'est publiable seulement si l'auteur montre qu'il a tenu compte de telle donnée qui est disponible et qui est évidemment pertinente au regard de la question posée. Donc non, on ne fait pas ces courses et on est supposé prendre en compte toutes les données pertinentes disponibles relatives à la question posée. C'est un attendu très fort et on le voit, cet attendu malmené sur la toile, et c'est à ce titre d'ailleurs qu'une bonne partie des, entre guillemets, vérités alternatives ou des constructions ou même des complots qui se construisent sur la toile, c'est à ce titre qu'on peut en récuser une bonne partie d'entre eux comme étant des constructions non scientifiques, mais des constructions idéologiques. Pourquoi est-ce que je dis idéologique? Parce que dans les propriétés qui ont été données à l'idéologie, et j'en terminerai là, il y en a une qui est réduire pour mieux instrumentaliser. L'idéologie, elle a une caractéristique. D'abord, elle l'avance masquée. Elle cache sa propre récurrence sous les oripeaux de nouveautés que lui donnent les sciences qu'elle manipule et l'histoire qu'elle manipule, car elle réécrit l'histoire à ses besoins. Et elle isole des éléments scientifiques pour mieux les utiliser dans des secteurs qui ne sont pas ceux d'origine, en quelque sorte. Et donc, c'est véritablement le travail de l'idéologie que de réduire pour mieux appliquer ailleurs. Et ceci de manière occulte, en quelque sorte. Et ça, on est confronté à ça assez souvent, finalement, sur la toile aujourd'hui. C'est pour ça qu'il vaut mieux rappeler cet attendu. Pour terminer, et ce sera ma conclusion, et j'aurais parlé juste 1 heure, la règle du jeu, elle est là, dans l'espace de la récré. On a différents individus ici qui sont dans une cour de récréation. C'est une métaphore, hein, bien sûr, du laboratoire. Il y a une cour de récré, on joue à un jeu. S'il y a jeu, il y a règle. Sinon, il n'y aurait pas de jeu à jouer. Et ce jeu, ce sont les 6 attendus que je viens de citer. Scepticisme initial sur les faits, réalisme de principe, matérialisme méthodologique, rationalité, transparence des procédures,
et collecte de l'ensemble des données disponibles pertinentes au regard de la question posée. Eh bien, ces attendus qui font socle commun à l'historien, au sociologue, au chimiste ou au géologue, peu importe, ce jeu, il est joué par chaque individu, qu'il soit affilié ou non à une religion particulière. Et c'est en ce sens que j'entends l'exercice des sciences à l'échelle internationale comme un exercice tacitement laïque. C'est que chacun d'individu peut être affilié à une religion à titre individuel R1, R2 ou R3, ou pas du tout d'ailleurs, ou affilié à aucune. Néanmoins, la règle du jeu vaut pour tous, et ces affiliations métaphysiques seront conservées au vestiaire du laboratoire, pour reprendre une métaphore très ancienne et très connue. Bref, l'espace des sciences est un espace tacitement laïque, et pour vous le dire d'une manière très pragmatique, dans l'évaluation par les pairs, un article scientifique n'est pas refusé ou accepté au motif de l'appartenance religieuse ou politique du premier signataire de l'article. Et donc, ça vous dit bien que ce n'est pas les critères qui valent pour évaluer, ce n'est pas les critères qui sont utilisés pour évaluer un travail scientifique. Voilà pour les 6 attendus élémentaires qu'il me semblait utile de rappeler dans l'espace des sciences. Et évidemment, je suis prêt à répondre aux questions. Merci. Merci beaucoup, Guillaume Lecointre, pour avoir instillé autant de clarté dans votre exposé, dont un des piliers était effectivement la clarté aussi, qui doit être celle qui prévaut aux travaux scientifiques. Mais je pense que c'est aussi important pour nous, qui sommes plutôt des médiateurs des travaux scientifiques, d'avoir en tête les règles qui régissent effectivement le mode de fonctionnement actuel de la science. Ce que je vous propose, c'est que donc pour les questions qu'on va vous poser, c'est moi qui les répercute, qui transmettent celles qui sont arrivées dans la conversation, dans le chat. Il y en a eu plusieurs. Je vais peut-être commencer par une que j'aimerais vous poser. Excusez-moi. Oui. Est-ce que ce serait possible, professeur Lecointre, d'arrêter votre partage d'écran, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Oui. Merci. Parfait. Je vais peut-être vous poser la première question. Alors, on va tout de suite faire aussi un petit point chronomètre. On va décaler de 15 minutes, je pense, avec l'accord de l'ENAIC, la toute petite pause et le début de la table ronde qui suivra. Donc, on redémarrera plutôt vers 15h45 pour la table ronde. Donc, ça nous laisse quand même quelques minutes devant nous. Une première question pour vous, Guillaume Lecointre, et ensuite, je vous poserai celles qui sont arrivées dans la conversation. Est-ce que vous, avec le recul de votre carrière, vous avez le sentiment, et peut-être de manière encore plus marquée depuis 12 mois, voire plus de pandémie, et de très grande présence dans les médias de la question scientifique au sens large, l'acceptabilité sociale de ce contrat scientifique que vous nous avez réexplicité, a augmenté ou diminué? Dit autrement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de résistance dans le corps social à la façon dont la science se fait, à la confiance qu'on lui accorde? Ou bien est-ce que ça, c'est un peu une vue de l'esprit? Vous avez l'impression que c'est toujours accepté de la même façon? Votre vision un petit peu, même si elle est parfois un petit peu intuitive. J'ai plus de... Si je devais trouver des endroits dans la société où il y a une recrudescence de contestation de la production scientifique en tant que bien public, ça viendrait plutôt de prise de parole dont témoignent les enseignants dans l'espace scolaire. Pour nos concitoyens, je pense que le niveau, si on peut le dire comme ça, le niveau d'acceptation, le niveau de lucidité ou le niveau de confusion me semble pas tellement différé à moyens médiatiques égal. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas la toile, mais à travers les articles de journaux ou à travers des enquêtes, il y avait une confiance dans les scientifiques, mais il n'y avait pas ni une vigilance, ni une grande acuité épistémologique. Et aujourd'hui, avec la toile, on a une impression de confusion épistémologique, en effet, mais c'est peut-être simplement du fait qu'avec la toile, chacun s'exprime beaucoup plus sur ce qui lui tient à cœur et rend les confusions plus visibles qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait une augmentation de confusion, en quelque sorte. Par contre, dans l'espace scolaire, je suis plus vigilant, mais ça, il y a des gens dans la salle ici virtuelle qui seraient plus compétents pour répondre que moi.
Je pratique la formation d'enseignant régulièrement depuis le début de ma carrière et tout de même depuis quelques années, depuis une petite dizaine d'années, les enseignants de SVT, ceux que je fréquente en tout cas, témoignent d'un nombre plus important d'hostilité, alors soit, soit muette, soit explicite, des élèves à l'égard de certaines affirmations scientifiques. Ça, c'est le premier point, et il faut aider les enseignants à faire face à ça de manière laïque, bien sûr, et constructive. Donc ça, je m'y suis employé à travers un petit bouquin que j'ai montré, Savoir, opinion, croyance chez Belin Éducation. Et l'autre aspect que je voudrais mentionner, c'est la discordance des tempos. C'est-à-dire que il y a des affaires socio-scientifiques ou à la charnière entre le scientifique et le sanitaire en particulier, qui sont évidemment socialement vives. Et ces questions-là, dans l'ère de la communication dans laquelle nous sommes aujourd'hui, tout le monde s'en empare et le temps de la controverse n'est plus donné. Je l'ai dit un petit peu au début, mais ça me permet de réinsister là-dessus. Le temps de la controverse n'est plus possible. Autant pour des sujets de recherche dont personne n'a rien à faire. Moi, je travaille sur la phylogénie des téléostéens. Franchement, tout le monde s'en fout. Et il n'y a pas de polémique publique sur la phylogénie des téléostéens, je peux vous dire. Mais il y a des questions sur l'origine de l'homme, ou même encore mieux, sur des questions biomédicales. Il y a un emballement. Il y a ce que Bourdieu appelait les interférences hétéronomes, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui s'immiscent dans la controverse à des stades où la controverse la controverse entre scientifiques n'aurait même pas dû être mise à la face du public. Normalement, cette controverse, elle se passait dans l'espace des professionnels, en congrès. Mais il n'y a plus ce sas, il n'existe plus. Et ça sera ma réponse principale, c'est que nous avions, au début de ma carrière, des moments de sas où nous pouvions nous mettre d'accord entre équipes sur les raisons des discordances des résultats. En gros, la controverse normale, quoi. Et cette controverse, une fois résolue, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, mais une fois que la controverse est résolue, il y en a une récemment sur l'origine des tortues, ou sur la date d'existence des mammifères, enfin peu importe, la controverse, en 1 an ou 2, elle est résolue et on arrive à se mettre d'accord, on a compris pourquoi on n'était pas d'accord, en gros. Aujourd'hui, ce temps-là, plus l'affaire est scientifiquement et socialement vive, plus ce temps est réduit, et on a des personnes qui s'invitent dans la discussion alors qu'elles ne sont pas payées pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance. Et la controverse se transforme en polémique, parce que les gens, certains des acteurs dans la controverse n'imaginent pas que le scientifique peut être animé par une appétence épistémologique, puisse être animé par comme le dit Étienne Klein, par un goût du vrai, en quelque sorte, par un attachement à la vérité, enfin au vrai au sens de l'exact. Et donc, des acteurs interviennent avec d'autres motivations et ça rend le débat évidemment extrêmement difficile, de plus en plus difficile. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse. On a une question de François Herbeau, puisque le thème de la table ronde sera établir le lien avec les citoyens. Il y a des citoyens croyants. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour entamer un dialogue constructif avec des interlocuteurs croyants sur l'universalité de la science comme moyen d'accès à la connaissance? C'était le bac philo il n'y a pas longtemps. On est presque dans un sujet bac philo. Oui, alors si la connaissance dont nous parlons, c'est la connaissance objective, parce que selon les terrains sur lesquels nous sommes, soit en sciences, soit en philo, soit en théologie, le mot connaissance n'a pas le même sens. Donc là encore, il faut mettre un adjectif pour bien signifier de quoi on parle. Si la connaissance dont nous parlons, c'est la connaissance objective, c'est-à-dire des résultats qui ont été corroborés par un collectif professionnel. L'objectivité, elle n'est pas vraiment... Elle est assumée dans un premier temps par l'individu, mais l'individu, évidemment qu'il est dans un registre, social, culturel et économique donné. L'objectivité dont je parle, c'est l'objectivité qui surgira de multiples intersubjectivités, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est au moment où plusieurs observateurs indépendants auront corroboré le même résultat que ce résultat pourrait être qualifié d'objectif. Si c'est de cette objectivité-là qu'on parle, la connaissance objective,
En effet, elle appartient au territoire des scientifiques qui ont un projet universaliste qui consiste à dire tout humain qui veut bien jouer la règle du jeu qu'on vient d'expliciter là, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses idées politiques, quelle que soit même son option métaphysique personnelle, s'il veut bien jouer à ce jeu-là, eh bien, le résultat scientifique lui est potentiellement bénéfique. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'universalisme. Et non seulement ce jeu-là lui est potentiellement bénéfique, mais ce que ce jeu produit n'est valide que temporairement. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un universalisme non dogmatique. On sait que demain, ça peut changer. Donc, c'est bon pour tout le monde, mais demain, ça peut changer. C'est très important à rappeler. Alors, des croyants divers et variés peuvent très bien accepter, s'ils le souhaitent, de jouer à ce jeu. S'ils ont accepté cette idée que dans l'espace de la cour de récré, la religion à laquelle ils appartiennent est restée à leur vestiaire, on leur demande de s'en départir temporairement, mais on ne leur interdit pas de reprendre leur religion au moment où ils sortent du vestiaire, au moment où ils sortent de la salle en quelque sorte. Donc, s'ils veulent bien respecter la règle du jeu, eh bien, oui, à mon sens, les connaissances objectives, animées évidemment d'un projet de connaissance universelle au sens où je viens de le dire, s'adressent aussi bien aux religieux qu'aux non-religieux. Une autre question de François Herbeau, toujours en lien avec la question de la croyance. Peut-être une réponse pas trop longue parce qu'on a encore à minima 2 autres questions. François vous demande, les religions entretiennent naturellement le mystère, sont-elles pour autant toutes obscurantistes ? Il y a plusieurs sens au mot obscurantisme. Il y a l'obscurantisme faible, qui est celui que j'ai cité, la fascination pour ce qui est obscur. Et il y a l'obscurantisme fort, qui est la coercition politique contre la connaissance. Les monothéismes ont pratiqué à différents moments de leur histoire la coercition forte. Ils l'ont fait. Et à d'autres moments, pas du tout. Et donc, ça serait injuste de dire que l'une des religions du texte serait intrinsèquement coercitive. Tout dépend du régime politique dans lequel elles sont et tout dépend du degré de recul qu'elles ont accepté d'avoir sur le contrôle de la vie publique. Dans les sociétés sécularisées, en gros, les monothéismes, en tout cas, la plus grande proportion des gens qui animent ces religions acceptent aux sciences de leur laisser leur degré de liberté, même si chacun a une marge d'extrémistes qui voudraient mettre les sciences à leur botte. En général, ça se passe plutôt bien. Alors, une fois que je dis ça, c'est une réponse courte. Au cas par cas, on va trouver des exemples où ça se passe mal. En Turquie, ça se passe mal en ce moment, par exemple. Mais bon, on ne va pas multiplier les exemples. Merci. Une question de Lénaïque Fondrebel. Vous avez évoqué dans votre exposé l'entêtement de certains scientifiques au cours de l'histoire des sciences ou plus récente, et vous y avez associé plutôt une connotation négative. Mais est-ce que des exemples ne montrent pas que cet entêtement, parfois des idées fixes, peut aussi être fécond? Donc finalement, où est la limite entre entêtement et conviction? Et Lénaïque cite l'exemple de Wegener, qui en est un bon exemple. Oula, je ne pourrais pas donner une réponse générale à ce que vous venez de dire. C'est une remarque très subtile et très juste. L'entêtement jusqu'où? Et là, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment... Il n'y a pas de réponse générale possible, me semble-t-il, à ça. Là, c'est vraiment contexte dépendant. Pas de problème. Autre question de Lénaïque. La complexité des modèles scientifiques, des technologies, est-ce qu'elle ne nuit pas, même si c'est intrinsèque à l'amélioration, au perfectionnement des connaissances en permanence, à faire passer les messages de non-recours à la providence? Lénaïque, je parle sous ta responsabilité. J'espère avoir bien transcrit ta question. Sinon, tu peux la préciser. Oui, non, c'est ça. Moi, je me rends compte à travers nos interventions que plus, notamment quand on évoque la physique des particules ou ce genre de sciences, on est sur des dispositifs technologiques très, très lourds qui sont très, très durs à expliciter à nos publics. Et du coup, de manière assez spontanée, certains de nos publics refont un lien malencontreux entre science et magie,
Et donc, ça et interroge la reproductibilité de l'expérience, parce que ce sont des expériences quasiment pour certaines d'entre elles à vocation unique, et donc peuvent, de manière assez subtile et finalement pertinente peut-être, donner un coup de canif dans le contrat scientifique autour de cet aspect de reproductibilité. Et il me semble que la complexité de la technoscience, là, désormais, ouvre aussi la porte à ça. Donc, j'aimerais connaître votre position par rapport à ça. Ça existe dans toutes les sciences. Par exemple, moi, dans mon secteur, des données, certaines équipes ont accès à des systèmes d'acquisition de données énormes, et c'est vrai qu'il est difficile de s'aligner sur. Je comprends la question. Plus le dispositif technoscientifique est lourd et cher et coûteux, plus il est difficile d'y avoir accès. Et donc, du coup, la reproductibilité, on peut s'interroger sur ce qu'elle vaut. Il n'en reste pas moins que pour les très grands instruments, les TIGR, les très grands instruments scientifiques comme les cyclotrons ou des dispositifs comme ça, les équipes peuvent s'inscrire et demander à y avoir accès. Et la reproductibilité, elle reste théoriquement requise, même si dans les faits, elle est retardée. Parce que avoir accès à un grand dispositif de recherche ou à des instruments extrêmement sophistiqués, ça prendra plus longtemps. Plus l'instrument est sophistiqué, plus l'accès à l'instrument sera différé. Mais en droit, j'ai envie de dire, sur le papier, j'ai envie de dire, la reproductibilité est toujours requise, même si matériellement, elle sera retardée. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Garder à la science le tempo, lui conserver son tempo de stabilisation des connaissances, même si les réseaux numériques jouent contre. Je vous propose, Guillaume, qu'on prenne une dernière question avant de faire un petit break, et vous serez de toute façon présent aussi sur la table ronde au cours de laquelle on pourra à nouveau évidemment vous écouter. Une question de Denis Carotti, qui participera aussi à la table ronde de tout à l'heure. Lorsque les attendus évoqués ne sont pas respectés, est-on face à une non-science, une fausse science ou une pseudo-science? C'est des questions qui se posent souvent quand même. Est-ce que la frontière, la limite est toujours aussi franche que celle que vous nous avez établie à travers les 6 attendus, les 6 règles? Et Denis cite l'exemple des mathématiques. Tu veux dire, Denis, que dans certains cas, les maths ne répondraient pas à certains de ces 6 attendus peut-être? Oui, c'est une question importante. Le socle que je vous propose là, d'abord, c'est pas comment dire. Encore une fois, c'est un horizon éthique de la connaissance, ou du moins, ce sont les attendus qui sont comment dire, incarnés par ce qu'on appelle l'appétit épistémologique, l'exigence spontanée qu'un individu aurait dans l'exactitude des interprétations que nous avons à rendre du monde réel. Ce socle, il est le plus général possible, et je ne vois pas quelle science pourrait en être exclue. Quand je demande, ça m'est arrivé plusieurs fois en conférence publique de demander à un sociologue qui me posait la question ou à un historien, mais moi j'ai pas besoin de ça. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors, c'est pour ça que j'ai tourné mon PowerPoint avec des questions idiotes. J'ai dit à l'historien, bon, est-ce que vous faites appel à la Providence pour interpréter la bataille de Waterloo? Bah, bien sûr que non. Bon, bah, alors vous respectez le matérialisme méthodologique, seulement vous ne vous l'êtes jamais formulé, mais vous ne faites pas, recours à des entités qualifiées a priori d'immatériel. Eh bien, pour les mathématiques, c'est pareil. En effet, on pourrait avoir l'impression que les mathématiques entraînent la raison résonante du quatrième pilier que j'ai cité, au-delà de ce que le monde réel peut instancier. Et c'est vrai, et c'est sa puissance d'ailleurs. Les mathématiques vont générer des variables qui ne sont pas instanciées dans le monde réel, mais précisément parce qu'elles vont nous encourager à aller vérifier si dans le monde réel, il n'y aurait pas quelque chose de logiquement prévu qu'on aurait oublié de regarder. Et ça a été combien de fois fécond. Les mathématiques, bien sûr, entraînent la rationalité humaine au-delà de ce qui est tangible dans le monde réel, mais il s'agit d'une perche qui est tendue au monde réel. À aucun moment, les mathématiques n'ont besoin de postuler que l'une de leurs entités soit immatérielle, par définition. Et donc, je vois les mathématiques comme l'ami du matérialisme méthodologique,
Alors, 2 exemples tout bêtes. Regardez la simple table de Mendeleïev. Vous avez une logique de tableau à double entrée, qui est une logique mathématique. Mendeleïev, dans sa table, avait des éléments qui n'avaient pas été découverts au moment où la table avait été forgée. Eh bien, la logique, comment dirais-je, la géométrie de la table elle-même a indiqué à Mendeleïev qu'il y avait des éléments qui devaient avoir telle et telle propriété. Et en allant chercher dans le monde réel, eh bien, les chimistes ont trouvé les éléments a posteriori. De même, les mathématiques, je m'aide moi-même de mathématiques pour construire des arbres phylogénétiques, des arbres qui racontent les relations de parenté entre les espèces et qui me font prédire des propriétés que certaines espèces devraient avoir, mais qu'on n'est pas allé voir encore. C'est la cohérence mathématique de l'arbre qui me dit, chez telle bébête, vous devriez trouver une astragale qui a une forme comme ça. Et pof, on trouve le fossile en question, qui s'appelle Ambulocetus, et puis un autre, Rhodocetus, puis un troisième, Pachycetus, de l'Éocène du Pakistan. Eh bien, l'astragale de l'ancêtre, en effet, a une double poulie, alors que les baleines d'aujourd'hui, qui sont les descendantes, entre guillemets, de ces bestiaux-là, n'ont plus de pattes arrière, donc on ne pouvait pas le vérifier. Bref, vous avez compris, les mathématiques, bien que nous entraînant au-delà de la matérialité du monde réel, tout en s'ancrant pour certaines de ces variables dans le monde réel, nous permet d'en faire des prédictions. Et c'est donc, bien entendu, un partenaire important. On aurait presque envie d'y voir des lois cachées. Non, mais je plaisante, c'est pas le but. Ah oui, je vois l'allusion, oui, d'accord. Private joke, ouais. Merci beaucoup pour cette première partie d'après-midi. Je vous propose qu'on fasse un tout petit break presque physiologique et biologique, comme le disait Lénaïque tout à l'heure. Il est 15h37. Est-ce qu'on reprend à 15h45 précise pour notre table ronde avec encore beaucoup de questions et d'échanges. On vous reprécisera les règles de fonctionnement pour les échanges de la table ronde. À tout de suite. Merci beaucoup. Et merci encore, cher Guillaume.